Notre pépinière d'entreprise, on a effectivement décidé de, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est commencé depuis une bonne dizaine d'années, de rechercher et d'essayer de faciliter l'organisation des filières d'avenir qui parfois, alors nous on ne fait pas l'économie, c'est les chefs d'entreprise qui le font, mais on peut faciliter les choses. Je prends la plateforme technologique, je prends la Paris Neuve avec, qui vient de Paris 85 et de la plateforme technologique avec le pôle, la PRI, la plateforme régionale d'innovation qui va être inaugurée cette année aussi sur la robotique. C'était dans notre projet, mais c'est aussi pour aider l'industrie à s'adapter. Et là aussi, avec une formation à la clé, puisqu'on a fait on a obtenu l'université, que je remercie, et je remercierai encore tout à l'heure d'ailleurs, d'une formation pour que les jeunes soient formés ici pour implanter des robots dans les entreprises. Et au-delà de notre schéma de développement économique, on a engagé il y a quelques mois un schéma local de développement de l'université, de la recherche et de l'innovation. Pourquoi? Simplement parce que vous connaissez le contexte national, avec les universités qui sont autonomes, mais qui, comme toutes les institutions publiques, ont quelques contraintes économiques. Et donc, il était très important qu'un pôle... On fait partie de l'université de Nantes, mais on n'est pas Nantes, et on n'a pas le poids de Nantes, on doit travailler avec. On a lancé une réflexion donc avec la région, que je remercie pour son appui, l'université avec qui on a beaucoup travaillé, mais également les autres partenaires, l'ensemble des universitaires de La Roche-sur-Yon et de la Vendée, la CCI, le département également, pour pouvoir inscrire un schéma local et mettre des formations d'avenir sur notre territoire, mais également implanter le plus possible de recherche, parce qu'il n'y a pas d'université sans recherche. Et c'est dans ce cadre-là qu'un des thèmes de ce schéma local, qui n'est pas encore complètement validé, et un des axes qui est retenu, qu'on peut dire qui est retenu, c'est effectivement le numérique, parce qu'on a la chance, je ne le savais pas il y a quelques mois, d'avoir une université à Nantes. Alors il y a l'universitaire qui est là, de Polytech, qui va intervenir tout à l'heure, mais on a appris que l'université de Nantes est l'une qui est la plus en pointe au plan national dans le numérique. Donc autant en profiter. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je sais qu'il y a plusieurs intervenants. Je reste là néanmoins avec vous. S'il vous plaît. Nous allons voir à l'écran la liste des intervenants. Effectivement, un certain nombre de personnes, de spécialistes vont nous accompagner ce matin. Comme l'a dit donc le président, le futur pôle numérique de La Roche-sur-Yon agglomération va vous être présenté. Et pour créer ce futur pôle, il y a besoin d'un certain nombre d'ingrédients que nous allons examiner. Il faut une dynamique collaborative avec des acteurs de terrain, des entreprises de la filière impliquées. Il faut également des aménagements techniques, des infrastructures, des équipements qui vont vous être présentés. Alors, premièrement, on va démarrer avec des chiffres, quelques petits chiffres pour se mettre en bouche ce matin, sur la filière numérique. Et donc, c'est Sébastien Bonnet qui va nous donner ces quelques chiffres ce matin. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a un diaporama qui accompagne ces chiffres. Bon, je vais commencer. Donc d'abord, qu'est-ce que le numérique? Alors je m'adresse à des professionnels, donc il y a des choses que je vais dire que je pense que vous connaissez tous, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc le numérique, terme générique qui regroupe beaucoup d'activités, télécommunications, audiovisuel, logiciels, réseaux, informatique, services et contenus en ligne, mais aussi e-commerce, e-santé, la culture qui se développe beaucoup via les outils du numérique. Et puis le numérique, c'est un outil qu'on retrouve dans toutes les entreprises, dans tous les services. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour l'économie. Et d'ailleurs, sa vitesse de diffusion depuis 20 ans, vu que c'est la première technologie qui s'est diffusée en moins de 20 ans sur la planète, montre toute l'importance de ce mot numérique dans les entreprises et dans l'économie mondiale. Un taux de croissance, vous le voyez, 2 fois plus élevé que celui des autres secteurs de l'économie ces dernières années. Alors, en France, le numérique, c'est quoi? C'était, parce qu'on n'a pas eu de chiffres très récents, c'était à peu près 8,2% du PIB français en 2009-2010, avec des potentialités de croissance importantes. À titre d'exemple, le numérique en 2015, pas le numérique, l'Internet en 2015, ça devrait représenter 5,5% du PIB français. Donc c'est un enjeu essentiel pour l'économie française, pas seulement pour le développement de nouveaux modes de consommation, mais également pour la compétitivité des entreprises. Un autre exemple de l'importance du numérique en France, c'est 5% des emplois, c'est 1 million d'emplois en France,
C'est l'équivalent du secteur des transports ou du secteur de la construction en France, aujourd'hui le secteur du numérique. Donc voilà, et pourtant, un investissement français en retard. Nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE pour les usages, mais par contre pour l'investissement privé, à titre d'exemple, le montant de nos investissements privés est 6 fois inférieur à ce qui peut se faire aux États-Unis ou encore au Japon ou dans les pays du nord de l'Europe. Et puis les besoins sont notamment là, avec des entreprises de plus en plus exigeantes dans l'expression de leurs besoins. C'est un enjeu de productivité, je le disais, pour les entreprises françaises, mais pas seulement françaises. On voit qu'une entreprise qui utilise le numérique, une PME qui utilise le numérique, croît 2 fois plus vite qu'une entreprise traditionnelle qui n'utilise pas le numérique. C'est un facteur de croissance et de compétitivité tant au niveau de l'organisation de l'entreprise que des pratiques managériales, et puis également dans l'activité commerciale, avec le développement du multicanal au niveau des modes de distribution. C'est une priorité au niveau national. Vous avez ici les grands axes 2012-2020 au niveau national de ce qu'on appelle France numérique, renforcer la compétitivité de l'économie, mais je pense que vous le savez tous. Permettre à tous les Français d'accéder au réseau numérique, développer la production et l'offre de contenu numérique, diversifier les usages et les services, et rénover la gouvernance. Donc on voit bien que c'est un enjeu national aujourd'hui, dont toutes les collectivités, toutes les strates territoriales s'emparent aujourd'hui pour accompagner le développement de l'investissement privé. Alors en Pays de Loire, en quelques mots, c'est un peu plus de 3000 établissements, numériques au sens technologie de l'information et de la communication, tout type d'entreprise numérique qui travaille pour le numérique. On voit que 65% de ces 3055 établissements ont été créés depuis 2000, donc plus de la moitié créés en 12 ans. C'est un peu plus de 26 000 emplois et c'est 75% de l'activité réalisée dans les prestations de services. Si on regarde un peu plus localement, ça représente 642 entreprises sur la Vendée et sur l'agglomération de La Roche, 111 entreprises et près de 1000 emplois. Avec des entreprises à valeur ajoutée, Bimedia notamment, ou plus récemment une entreprise installée en début d'année qui est présente aujourd'hui, que j'ai vu tout à l'heure, Wiseband, qui s'est installée sur l'agglomération en début d'année et qui a été primée au trophée régional de l'innovation sur la catégorie économie créative. Donc ces entreprises à valeur ajoutée, l'enjeu c'est d'en avoir plus sur le territoire et c'est également un des enjeux du pôle numérique que nous allons vous présenter ce matin. Merci beaucoup Sébastien pour ces quelques chiffres et cette présentation de la filière numérique. Donc je vous disais tout à l'heure, pour créer une filière numérique, il faut une dynamique collaborative, il faut des acteurs associés, fédérés, il faut des structures d'accompagnement. Donc je vais inviter M. Bonin de la société FBO, mais également qui va représenter ce matin ADN Vendée, à s'installer, s'il vous plaît. Merci d'être présent et de nous aider à retransmettre en direct ce petit déjeuner sur le site d'Orion. Et j'invite M. Chappé également, président d'ADN Ouest. Voilà. Et j'invite également Volodia Lepron, donc, qui représente Atlantique 2.0 et qui est chef de projet à la cantine numérique de Nantes. Alors, on va commencer par ADN Ouest et puis ADN Vendée. Ce que je vous demanderai donc, à chacun, c'est de présenter votre association, votre activité, les objectifs, comment vous êtes organisé, et puis comment vous travaillez aussi ensemble, que chacun de l'extérieur comprenne comment, voilà, quel rapport les uns avec les autres, comment ça se passe. Merci beaucoup. Ça marche. Non, c'est pas possible. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis. Et visiblement, la filière numérique a un bel avenir aussi à La Roche-sur-Yon. Elle est naissante. Il va falloir l'émanciper. Donc, je suis Christophe Chappé, je suis le président d'ADN Ouest depuis 2 ans. ADN Ouest, c'est une fusion du CRI Ouest et du CENIO. Ça a 21 ans. C'est une association à but non lucratif. 21 ans avec 3 collèges. Un collège utilisateur. On a vu quelques chiffres tout à l'heure, 26 000 emplois. En fait, dans les Pays de Loire, c'est à peu près 50 000 personnes qui bossent dans le numérique. C'est 46 500 exactement, compris les DSI, qui ont des troupes qui recrutent également. Les prestataires, on a vu qu'il y avait un peu plus de 26 000 emplois en Pays de Loire.
et les enseignants-chercheurs, qui ont aussi des membres qui travaillent dans le numérique. 3 collèges pour ADN Ouest, un collège utilisateur, DDSI, un collège prestataire, et un collège qu'on appelle enseignement-recherche, qui regroupe les enseignants et les chercheurs. La force des Pays de Loire en général, et la Vendée en fait partie, c'est d'avoir des qualités d'enseignement qui va de bac à bac plus 8 sur tout le territoire et qui fournit, je dirais, la matière grise pour alimenter nos ressources. Nous sommes la première filière numérique qui emploie le plus en période de crise. C'est en gros 3500 emplois par an, alors qu'on est dans une année qui est quand même un peu noire. Donc c'est pas nous. ADN Ouest, 21 ans d'existence, 3 objectifs principaux. Alors, on a essayé de répertorier ADN Ouest. C'est apporter de la visibilité au métier du numérique. Dans certaines entreprises, je pense à l'industriel, je pense à l'agronomie, le numérique est plutôt vu comme un outil, alors que ça peut être une source de valeur ajoutée. Et l'investissement dans le numérique aujourd'hui, l'euro investi, en rapporte souvent bien plus. Et il faut le faire savoir. Donner envie aux jeunes, c'est un constat qu'on a fait. On a un outil qui s'appelle le Barreau Job, où nos adhérents, aujourd'hui c'est un peu plus de 315 sociétés qui bossent dans le numérique, DSI ou prestataires compris, et ça représente 36 000 emplois à ADN Ouest. Nos adhérents nous ont dit, depuis 3 ans, on a du mal à embaucher. Ça paraît atypique en période de crise, mais on a du mal à recruter. Aujourd'hui, la vingtaine d'organismes de formation privés et publics dans les Pays de Loire, entre guillemets, fabriquent 2500 étudiants nouveaux par an. Le recrutement est 3500 par an. Donc c'est une filière qui embauche, et c'est une filière qui a besoin, je dirais, de matière grise. Attention, les jeunes ont une désaffection dans tout ce qui est technologique, voire scientifique. Donc on a créé un programme avec la région Pays de Loire qui nous soutient, qui s'appelle Donner envie aux jeunes, et principalement donner envie aux filles. Et le but étant d'inciter les jeunes 3e seconde à venir bosser dans les métiers du numérique. On a identifié avec le Syntec 65 métiers différents. Il n'y a pas que le développeur dans la vie. Et de leur donner envie, principalement aux filles, où c'est 2 à 6% dans les 16-2i de personnel féminin. Donc la diversité n'est pas jouée aujourd'hui. Et malheureusement, il y en a quelques-unes qui sont charmantes, mais pas assez. Pas assez en quantité, pas charmantes. On abordera cette question de la formation en fin de petit déjeuner. Nourrir les échanges, eh ben, il faut que contrairement, je dirais, moi j'ai fait 11 ans dans le groupe Saint-Gobain et j'ai travaillé quasiment sur toute la planète, dans plus de 80 pays, avec un siège à Paris. Saint-Gobain, ça c'est connu. À Paris, les sociétés se font la guerre. Dans la région Pays de Loire, à Nantes et en Vendée, on a créé la même chose, c'est de pouvoir collaborer ensemble et que plusieurs boîtes puissent répondre à un appel d'offres un peu gros. Donc de faire des clusters d'entreprises. Il faut que les gens se connaissent pour ça, aient confiance en eux. Qu'on soit DSI comme moi je suis DSI de Nantes Habitat ou prestataire, c'est pas une concurrence, c'est une complémentarité. On est partenaire pour faire avancer le numérique dans nos sociétés. Pour faire ça, en fait, il y a des événements. Atlantique vous présentera un peu l'événementiel qu'ils font. Nous, on fait à peu près un peu plus d'une centaine de rencontres par an physiques, sur des forums, sur des ateliers, et les gens, les DSI, les prestataires, par métier, se voient et font du programme ensemble. Ils abordent des thématiques. Hier soir, on avait un Serious Game à Nantes, 85 personnes qui ont joué la soirée pour progresser sur les méthodes agiles. Et c'est tous les jours, il y a un événement. Quasiment sur Nantes, on peut se dire, c'est pas la peine de savoir ce qu'on va faire ce soir, si on veut faire quelque chose dans le numérique, il y a une rencontre à peu près tous les jours. Il ne faut peut-être pas qu'on vise ça encore à La Roche-sur-Yon, mais bon, on va essayer de suivre. Il ne faut pas suivre. À faire avec. Bon, on va avancer sur quelques chiffres. L'année dernière, en 2012, on a fait 114 rencontres physiques. Des animations régionales. Alors ADN est issu du réseau nantais, 21 ans d'existence. Et nos membres, bien sûr, viennent d'à peu près partout du Grand Ouest. Ça va maintenant de Brest à peu près La Rochelle. Et nos membres nous disaient, vous êtes gentils, mais un séminaire d'une journée, on vient bien sur Nantes, c'est sympathique. Des forums, la soirée, c'est 2 heures de forum. On a du mal, même de La Roche-sur-Yon, à se dire, j'ai 1 heure de voiture à aller, j'ai 1 heure de voiture retour. Il y a un côté très convivial ou un petit coup après, ça a limité les dégâts. On a préféré créer des pôles. Et le premier pôle que j'ai souhaité créer, c'est ce qu'on appelle ADN Vendée, que Frédéric nous présentera après. Et l'idée, c'est de recréer un ADN pour que les sociétés du numérique de votre territoire se rencontrent et fassent du projet ensemble. Ils fassent une croissance ensemble.
On peut passer, là c'est notre territoire de jeu issu de, je dirais, de 44. On est une association, on a une gouvernance assez classique, si on peut passer assez vite. Donc, on n'a aucun but lucratif. Nous, ADN, on ne cherche pas à faire de l'argent de quelque part, on cherche, c'est que des bénévoles. Quand vous rentrez dans ADN, vous ne gagnez rien. Le but étant justement d'avoir une zone neutre entre les prestataires, les DSI et les enseignants-chercheurs. Donc, il y a une adhésion annuelle, mais en gros, une fois que vous avez payé, vous venez à ce que vous voulez, en quantité suffisante, pour pouvoir collaborer. Donc, il y a des commissions qui se mettent en place sur différents ateliers, des séminaires, etc. Les 3 collèges sont représentés au conseil d'administration, et c'est équilibré entre les DSI, les prestataires, et les enseignants-chercheurs, et il y a un bureau, comme dans toute association, assez classique. À aujourd'hui, c'est 2 équivalents temps plein, bientôt 3. Donc on a une Christine, on a une assistante qui gère la logistique, faire une centaine d'événements par an, enfin, un minimum de logistique, de réserver les salles, et la CCI de la Vendée nous aide également là-dessus. C'est la gratuité des salles, tout bêtement. C'est quand on n'a pas de moyens financiers, d'avoir déjà une salle, c'est déjà beaucoup. On le voit ce matin. Gaël, c'est notre community manager. On est tous dans le numérique, on est tous informaticiens quelque part. On était très mauvais sur les réseaux sociaux, pas de présence, etc. On a corrigé ça, on a embauché quelqu'un, on a embauché une fille, tant qu'à faire, une jeune, et qui refait, je dirais, la visibilité du numérique en Pays de Loire sur tous les réseaux sociaux possibles. On a une présence qui est assez phénoménale. Délégué général, c'est on va avoir, alors ça s'appelle chef de projet métier compétences. On va recruter quelqu'un à l'aide de la région Pays de Loire sur faire des projets pour donner envie aux jeunes à plein temps. On est tous bénévoles, tous DSI, prestataires, on a des boîtes de 10 à quelques milliers de personnes. On n'a pas le temps de le faire, donc on recrute quelqu'un aux finances. Les activités communautaires, je vous invite à aller sur le site d'ADN, ça sera plus simple. Il y en a tellement. C'est regroupé par catégorie, par thématique, en fonction des soirs, des matins, des petits déjeuners. Il y en a partout. L'idée, c'est d'avoir une thématique numérique et de l'approfondir ou de la faire récurrente sur le format forum. Donc on traite d'informatique durable, on traite d'infrastructures. On a beaucoup d'hébergeurs dans les Pays de Loire qu'il faut valoriser, etc. On fait, nos outils phares, ce sont les séminaires. Un séminaire, c'est une centaine de personnes qui bossent dans le numérique et on approfondit une thématique. Donc on a fait une thématique avec à la Maison des Métiers sur les formations ici. On a une relation, on a tous les ans, un but c'est de pouvoir bosser avec une autre filière. On a fait la MDRH, donc les DRH de France. On a fait le CEDAF, on a fait l'année dernière les gens de la com. Les gens de la com, par exemple, depuis 3 ans, on leur a tout cassé. On voit plus de pub 4x3, la pub se passe sur Internet et on a cassé leur métier. On a apporté une boîte à outils tellement riche qu'il y en a qui sont complètement largués. C'est leur message. Et nous, inversement, on se dit qu'un dans la com, les gens du numérique, on n'est pas très forts. Donc c'est complémentaire. On a passé une journée ensemble à se dire comment on pourrait bosser mieux ensemble et quels sont les apports du numérique à la com de demain. Cette année, on est un peu plus ambitieux. On fait une relation DG-DSI. On s'aperçoit que le DSI doit prendre de l'ampleur dans les entreprises, doit être membre du CODIR, doit donner sa valeur ajoutée dans l'entreprise. Le DSI n'est pas qu'une boîte à outils. Et là, l'idée, c'est de se dire, alors, messieurs, comment on intègre les DSI, comment on crée de la valeur numérique dans l'entreprise, quelle qu'elle soit. Pas forcément dans une entreprise numérique, surtout. Donc, on va parler avec Beneteau, par exemple. Le DSI de Beneteau, Eric Laurent, va être parmi nous, et se dire, son DG aussi, quelle est la valeur ajoutée du SI dans un milieu industriel, quelle est la valeur ajoutée dans une administration, etc. Et de voir quelle est la problématique des DG. On n'est pas forcément compréhensible tout le temps. Le cloud, c'est le mode, je dirais, software as a service ou plateforme as a service, c'est du mode où on ne sait pas où c'est hébergé, on se sert d'un outil, d'un logiciel, et on se fout de ce qu'il y a derrière, pour le baliser. On l'a initié il y a 3 ans, c'était naissant, au moins en France, et les gens n'y comprenaient rien. Les prestataires, enfin les enseignants-chercheurs, nous ont expliqué l'état de l'art. Voilà, c'est quoi le PASS, c'est quoi le SAS. Les prestataires nous disent voilà l'offre, et l'offre était naissante à l'époque. Et les DSI, c'était simple, il y en a un qui nous a fait un retour, et on a eu du mal à en trouver un deuxième. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Cette année, l'état de l'art n'a pas changé, les enseignants-chercheurs nous disent bah, ça évolue un petit peu, mais pas tant que ça. L'offre est pléthorique,
Alors là, les prestataires, il va falloir qu'on filtre pour savoir qui a présenté son offre. Et les DSI, aujourd'hui, j'en connais plus un seul qui n'a pas un morceau dans le coude. Donc on voit qu'au bout de 3 ans, ça a encore complètement changé. Les schémas d'infrastructure, les schémas de services logiciels ont évolué de façon phénoménale. On parle d'ultra-mobilité, etc. Prospective innovation, c'est orienté, c'est quel est le métier du DSI de demain? Est-ce que le DSI doit être un centre de service? Est-ce que le DSI doit plutôt être source d'innovation? Et comment il doit innover? On va passer assez vite. On fait des forums sécurité, informatique durable, infrastructure, innovation. Les activités. Des ateliers chaîne documentaire, c'est pour pouvoir parler LAD, RAD, GED, business process, etc. Donc il y a plein d'outils et il y a plein de prestataires dans la région qui ont une valeur, qui sont assez peu connus, qui ont une valeur ajoutée. Et c'est d'expliquer comment on peut introduire ça dans nos entreprises et créer de la valeur avec. Et là, il y a une vraie valeur ajoutée sur la dématérialisation quelque part. Les rendez-vous, on fait des soirées thématiques. Il faut des zones de convivialité pour que les gens se connaissent. Si vous faites que des slides, effectivement, c'est pas drôle. Si vous faites un petit apéro avant, vous faites une soirée sur une thématique, vous faites un brainstorming pour savoir si on va faire du projet ensemble, ben là, ça apporte du plus et on crée des projets. Un exemple très concret, c'est il y en a un qui est venu nous présenter un drone. Alors nous, les informaticiens, les drones, c'est un espèce d'objet qui est gros comme la table, qui peut voler à 300 mètres de haut. Puis il y en a un autre qui est venu présenter un système d'information géographique, Google Maps en gros. On s'est dit, tiens, les deux, ça serait pas mal de les associer. Et la ville de Nantes a financé un projet de cluster de 2 entreprises qui ont créé un projet. Tous les 6 mois, on survole la ville de Nantes et on géolocalise tous les nouveaux bâtiments, toutes les nouvelles rues, tous les travaux. Et on a une actualisation, je vous rappelle que Google Maps, c'est tous les 6-7 ans, on a une actualisation tous les 6 mois, qui coûte en gros 5 à 6 000 euros. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est de la Si création. on fait sur la roche, il va falloir faire ça tous les ans. Nous, on le fait tous les 6 mois à peu près parce que puis le coût, c'est très rentable. Et c'est une création lors d'une soirée thématique ADN. Donc je dirais, la méthode marche, copiez-la, allez-y. On n'a aucun royalties, allez-y. Les apéros 2.0, on passe. Oui, c'est des apéros. On va passer rapidement, si vous le voulez bien, sur les activités, d'autant plus que vos collègues développent, Voilà. je pense, ce type d'atelier. On a créé il y a 2 ans, je crois, ADN Vendée, si je me souviens bien, avec CTV à La Roche-sur-Yon, Michel Lardière, et on s'est dit comment on allait... Qui est président donc d'ADN Vendée, qui ne pouvait pas être là ce matin. Et je vais laisser la parole à Frédéric, qui représente ADN Vendée, qui est une émanation d'ADN Ouest, et je dirais que c'est assez complémentaire ce qu'on cède. C'est le même ADN. On a la même ADN. Bonne matinée. Merci, monsieur Chamet. Merci. Donc bonjour à tous, donc Frédéric Bonin. Donc effectivement, je représente ADN Vendée, et je vais vous expliquer rapidement comment a été créé ADN Vendée. En fait, ADN Vendée à la base, c'est un groupement de quelques chefs d'entreprise vendéens qui se sont regroupés suite à une réunion de l'aglo sur les formations. On s'était rencontrés, on s'est dit tiens, ce serait peut-être pas mal de se regrouper parce qu'on ne se connaît pas, on travaille à côté mais pas ensemble. Et donc il y a à peu près, il y a un peu moins d'1 an, on s'est tous rencontrés, on a discuté sur les besoins, sur ce qu'on avait comme besoin, et puis on a sorti pas mal de besoins. Alors moi je prends des notes parce que j'ai moins d'expérience que Christophe, donc j'ai ma petite tablette pour avoir tout mon texte. Aujourd'hui on s'est dit on a des besoins effectivement dans le numérique, il y a quelques besoins qui sont sortis assez facilement. Un des premiers besoins c'était de promouvoir le numérique vendéen, parce que c'est vrai qu'on avait pour ambition de se dire que on n'est peut-être pas bien représenté. Donc ça va peut-être le coup de se regrouper pour promouvoir ce qu'on sait faire en Vendée, parce qu'on sait faire des choses. Donc ça c'était la première mission. La deuxième mission c'était de se dire on a quelques compétences en Vendée, enfin quelques écoles qui forment des jeunes, et on a tous besoin de recruter, on a du mal à recruter, on s'est rendu compte qu'on avait tous du mal à recruter dans ces métiers-là. Donc pourquoi pas regrouper, en tout cas essayer de voir comment ces formations pourraient être orientées vers ce qu'on a besoin, et puis après faire en sorte de les garder, parce que s'ils sont formés chez nous, tant qu'à faire de les garder chez nous, c'est encore mieux. Donc ça c'était un deuxième besoin. Et puis un autre besoin qu'on avait recensé, c'était d'être force de proposition auprès des collectivités, auprès des associations de chefs d'entreprise, donc de pouvoir proposer des choses, que ce soit sur l'aménagement du territoire, sur des pôles numériques, ou voilà, c'était de vraiment apporter un avis, un avis objectif sur ce qu'on avait besoin en tant que chef d'entreprise et que DSI.
Donc ça, c'était les besoins qu'on avait recensés, puis on doit être un peu feignant, on s'est dit, il faut créer une association, il faut lire un bureau. Et il y a Michel qui était présent et qui a dit, il y a un truc qui existe, c'est ADN Ouest. C'est exactement ça, on a créé ça il y a 6 mois. Ça vaut peut-être le coup d'adhérer à ADN Ouest et puis d'en faire un ADN vendéen. Alors il y avait une priorité quand on a accepté de rentrer dans l'ADN Vendée, c'était de se dire c'est vraiment un ADN vendéen, c'est pas ADN Ouest, c'est ADN vendéen avec l'ADN de la Vendée, qui ressemble un peu à ADN Ouest, mais qui est quand même vendéen. Et on avait des envies, c'était les forums, c'était bien, mais on voulait aussi faire des commissions de travail. On voulait vraiment bosser autour des thèmes qu'on avait recensés. Donc après un vote à l'unanimité, on a tous adhéré à ADN Ouest, on a créé ADN Vendée. Et on a pu profiter de la logistique, de toute la tendance d'ADN Ouest pour ADN Vendée. Quand on a créé ADN Vendée, on a lancé 3 commissions de travail. Alors des commissions de travail qui regroupent des adhérents d'ADN, mais aussi des personnes extérieures qui peuvent nous apporter des infos, que ce soit sur le schéma départemental d'aménagement du territoire. Il y a des intervenants qui peuvent nous donner des infos. Donc les 3 commissions, la première c'est la commission de travail sur la promotion de la Vendée, puisque c'était un des thèmes qu'on avait évoqué. Donc la commission de travail sur la promotion de la Vendée recense les compétences vendéennes et va essayer de sortir un petit livret qui va recenser toutes les entreprises et compétences qui peuvent apporter du plus à des Vendéens, mais même à d'autres compétences, comme il y a un salon à Paris sur le numérique et on pourrait, pourquoi pas, y être représenté sur ce genre de salon. Ça, c'est la première compétence, premier groupe de travail. Le deuxième groupe de travail, c'est le groupe de travail sur justement le scolaire, le côté scolaire. On a une commission qui travaille sur le recensement des formations. On s'est rendu compte qu'il y avait des formations en Vendée et que tout le monde ne les connaissait pas. Donc, c'est de vraiment bien recenser ces formations et puis de voir si les formations correspondent vraiment au métier que nous, en tout cas aux personnes qu'on veut recruter. Donc ça, c'était la deuxième commission. La troisième commission, alors c'est celle dont je m'occupe, donc je vais avoir plus de facilité à en parler, c'est la commission haut et très haut débit. Donc c'est une commission de travail qui a pour ambition de vulgariser, on va dire vulgariser le haut et le très haut débit, et d'apporter que ce soit aux DSI, aux collectivités, aux aménageurs de territoire, aux chefs d'entreprise, d'apporter une vraie vision de ce que c'est le haut et le très haut débit, de ce qu'ils peuvent en faire, des besoins actuels et des besoins futurs. Donc on va sortir des fiches de vulgarisation qu'on va pouvoir proposer on va dire à tout le monde et à tous les acteurs du numérique ou non de Vendée. Donc voilà, on a aussi ADN Vendée, c'est déjà 3 forums qui sont passés au nom d'ADN Vendée l'année dernière. Il y a eu 3 forums qui sont passés chez CTV et là, étant donné qu'on a lancé vraiment ADN Vendée, qu'on a commencé à travailler sur ADN Vendée, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on va faire au prochain forum. Donc j'en profite pour faire un peu la publicité du prochain forum qui sera vendredi 14 juin, donc c'est un petit déjeuner, sur le même principe que les petits déjeuners d'Orient. On a prévu un petit déjeuner sur la thématique comment manager la génération Y. Alors l'objectif c'est, on est très orienté numérique, mais c'était de faire une association entre le numérique et les DRH. Donc voilà, vous êtes tous invités, si vous voulez vous inscrire, il y a une adresse mail, c'est contacts@adenouest.fr. Vous pouvez envoyer un mail pour vous inscrire à ce petit déjeuner qui se passera à la CCI le vendredi 14 juin. Il y a beaucoup de jeunes sur cette filière aussi, il faut des jeunes, donc une problématique importante. C'est une problématique importante, ça fait partie aussi du travail de la commission formation. Comment garder nos jeunes, il faut peut-être faire attention sur la façon de les manager pour les garder dans nos entreprises. Donc voilà, c'était pour vous présenter ADN Vendée. Alors vous êtes bien sûr tous invités à adhérer à cette association. Plus on est de fous, plus on rit. C'est vraiment des commissions de travail, mais c'est un travail intéressant. Il y a quelques adhérents dans la salle, ils pourront vous témoigner. On travaille effectivement, il y en a des fois qui disent qu'il y a quelques dictateurs dans les présidents de commission, mais les commissions de travail sont vraiment là pour faire avancer les choses et on apprend plein de choses. C'est vraiment un échange entre adhérents qui fait qu'on a appris, en tout cas sur la commission de travail haut et très débit, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous le même niveau de connaissances, mais on a tous appris avec les présentations qu'on a eues pendant nos réunions. Donc voilà. Merci beaucoup, M. Bonin. On va changer un peu de territoire. On va aller sur Nantes avec M. Lepron donc pour Atlantique 2.0 et la cantine numérique. Je vous demanderai d'être assez je vais essayer de faire très court. Concis. Donc Atlantique 2, le réseau des acteurs du web et de l'innovation numérique. Je vais rapidement faire un historique
comment s'est construit ce réseau. Au départ, juin 2007, un barcamp. Un barcamp, c'est un format un peu particulier qui consiste une grande thématique générale. Les gens se réunissent autour de cette thématique et chacun est participant et chacun est force de proposition en fait, autour de cette thématique. Donc voilà, tout le monde amène du sujet au débat. À l'issue de voilà, quelques photos de cette soirée. À l'issue de ce barcamp, trois entrepreneurs nantais, Ludovic Simon de DugoBuzz, François-Michel Estival de We Like Travel, anciennement Mon Nuage, et François Badenès de Human Connect, ont décidé de créer ce réseau, Atlantique 2. Donc c'est une initiative privée, c'est une association à but non lucratif comme ADN, mais qui a eu une volonté d'être dès le départ sur le format d'une entreprise. C'est-à-dire que dès la première année, on a eu un employé qui est parti chercher des fonds privés pour justement alimenter ces projets et ces objectifs qui sont favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs du numérique, promouvoir les acteurs de l'innovation, contribuer au rayonnement de la filière numérique, et ce, par deux actions principales qui sont flécher les porteurs de projets, donc de l'innovation et du web, et proposer une offre événementielle qui, vous verrez les chiffres, est assez importante. Donc voilà, le début du réseau en 2008, quelques photos, un Web Today qui a eu lieu dernièrement, qui a commencé dès 2009. Le réseau s'accélère à partir de 2010, de plus en plus de membres, une offre événementielle qui arrive à 80 par an. Et voici nos partenaires. Donc l'idée, c'était vraiment, dès le début, d'avoir du financement privé. On est parti sur une initiative privée, avec une volonté d'être directement privé. C'est vraiment une notion importante chez nous au départ. Dans les partenaires référents dès le départ, c'est SFR, Orange, Alcatel-Lucent, puis la CCE aussi, de manière différente. Et en 2011, on a eu la volonté d'avoir un lieu physique où allaient se générer en fait ces rencontres entre les partenaires et puis également l'offre événementielle. Donc la cantine est née au sein de la Halle Madeleine au 11 impasse Vuitton. Un cadre plutôt agréable, vous pourrez voir quelques photos après. À partir du moment où la cantine a été fondée, le réseau avait déjà une certaine crédibilité en fait, sur la région. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait appel à des subventions publiques pour alimenter d'une part les nouveaux locaux, et puis aussi parce que voilà, on a une vraie force aujourd'hui au sein du réseau, et on essaye en tout cas de mettre en avant et de valoriser toute l'innovation numérique au sein de la région. Donc la cantine, c'est un lieu en 3 dimensions, un espace de coworking, un espace événementiel, et puis une troisième chose, un laboratoire d'expérimentation. Quand on a créé la cantine, il y a eu 3 points importants. D'abord ce lieu physique, donc point de rencontre, un lieu ouvert, c'est-à-dire que, et je vous invite d'ailleurs à venir nous rencontrer dans cet espace, voilà. Évidemment, tout le monde est invité à venir découvrir. Alors, c'est pas uniquement dédié, l'espace est quand même pour l'innovation, les porteurs de projets et nos coworkers. Mais l'idée, c'est aussi de venir partager, de découvrir, juste par curiosité. L'espace est plutôt agréable. Voilà, quelques photos très rapidement de nos espaces de coworking, et puis quelques événements importants. Donc voilà, sur le public qu'on peut avoir, des entrepreneurs, des financeurs, des développeurs, des designers, mais là le public peut toujours s'élargir. Aujourd'hui, en quelques chiffres, à quoi ça correspond? Au sein du réseau, on a 230 membres, 10 partenaires, l'association existe depuis désormais 5 ans, on fête nos 5 ans au mois d'août prochain. Ça représente 2500 emplois. Alors c'est pas les emplois de la région dans le pôle numérique, c'est vraiment sur nos membres. Et en 2012, pour continuer sur la logique qui a été donnée avant, il y a eu quand même plus de 400 emplois créés au sein de nos membres uniquement. Une cantine, 5 permanents, et comme je vous le disais, une offre événementielle quand même assez importante, 200 événements par an. Je vous laisse imaginer que ça fait à peu près 3-4 événements par semaine. Donc c'est assez important pour nous à organiser. Au sein du réseau, voilà comment ça se constitue. La plupart sont des startups, du e-commerçant, de l'agence et des prestataires, et puis autour des écoles, des structures associatives, et aussi des porteurs de projets. C'est génial. Bon,
parfois ça arrive, les pénalités, comme toujours. Bon, voilà, c'est pour juste illustrer quelques membres du réseau. Et puis, d'ailleurs, on l'a déjà cité tout à l'heure, mais Westband en fait aussi partie. Et puis deux événements phares, donc j'en ai déjà parlé le Web Today tout à l'heure. Je ne sais pas si certains ont pu y participer. C'était les 16 et 17 mai dernier. La prochaine édition sera en juin 2014, donc je vous invite à y venir. Deuxième événement important pour nous dans l'association, c'est le Startup Weekend, qui correspond en fait tout à fait à un ancrage fort en fait au sein de la cantine, c'est-à-dire à un pôle créatif. Et un pôle créatif, et c'est là où je rejoins en fait l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est laboratoire d'expérimentation. C'est-à-dire qu'à l'occasion du Startup Weekend, vous avez 54 heures pour créer votre entreprise. Et l'idée, c'est que des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants viennent en fait jouer pendant 54 heures pour monter cette entreprise, se croisent, jouent ensemble, collaborent. Et c'est vraiment un point important dans notre, je vais utiliser le mot ADN cette fois, mais c'est vraiment quelque chose de très fort chez nous. Rapidement, et ça c'est aussi un point vraiment très bref. On a pris du retard, je voudrais qu'on en vienne au... Alors la Silicon Valley, très vite, parce que la cantine c'est pas notre initiative perso, c'est notre initiative perso, mais c'est pas notre idée de départ, c'est aussi très inspiré de ce qui se fait à la Silicon Valley. La Silicon Valley, ça existe depuis, c'est de 40 ans d'innovation, c'est un pôle très fort. L'idée c'est que ça fonctionne grâce à des entrepreneurs et des investisseurs qui aiment prendre du risque, des politiques, et ça je pense que ça va suivre avec la suite. Des politiques qui suivent en fait et qui prennent conscience qu'il faut avancer avec le numérique, et puis les médias spécialisés pour relancer, et toujours cette notion d'université et d'école pour amener des étudiants qui sont les futurs main-d'œuvre, et le pôle recherche. Et voici là où vous pouvez nous suivre, donc également on est assez présent sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, et puis sur notre site atlantique2.1. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc une dynamique collaborative forte sur la région nantaise pour la création de projets, de nouvelles entreprises et des animations nombreuses dans la vue. Je suis désolée, on va être obligé de... Mais restez là, hein, pour répondre aux questions après. À la suite, on souhaitait effectivement garder un petit temps pour les questions. Donc on va partir sur un autre territoire, hein, avant de revenir sur celui de La Roche-sur-Yon-Agglomération. Donc je vais vous demander de regagner vos sièges. Monsieur le Président, vous restez avec nous. Et je vais demander donc aux représentants de la Sarthe de nous rejoindre. Donc, Monsieur Renaud est accompagné donc, par Monsieur Boitel de la CCI de la Vendée. Donc une expérience sartoise où on a un petit peu de recul aussi par rapport à la création de cette filière, de ce pôle numérique au Mans. Alors, je vais juste prendre la parole au début. Je vais laisser mon collègue Frédéric faire la présentation de la ruche numérique du Mans. Donc, je suis conseiller numérique à la CCI de la Vendée. Alors, un rapide historique, à partir du 1er janvier 2013, les CCI ont été régionalisées. Donc, nous venons ici vous parler en tant que collègues. La CCI de la Vendée appartient donc à ce réseau et s'appuie sur toutes les expériences, entre autres de celle du Mans, pour apporter la même chose au niveau du département. Alors, nous avons déjà ici, comme cela a été indiqué tout à l'heure, nous accueillons ADN Vendée au sein des locaux pour la promotion. Je vais pas revenir sur ce qui a été expliqué tout à l'heure au niveau du numérique. Et nous avons également des actions très fortes au niveau du numérique, vraiment orientées TPE-PME au niveau des usages. Donc, je vais laisser mon collègue Frédéric effectuer une présentation de ce qui a été déployé au niveau du Mans pour accentuer la promotion du numérique. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la ruche numérique. Donc, je vais faire quelques sauts pour essayer de gagner du temps. Donc, sur ce qui est de la Sarthe, on est parti un petit peu du même constat qui a été fait ici en introduction. Donc, on est sur un peu moins de 400 entreprises présentes sur le territoire et autour de 2250 emplois dans le numérique. Alors, effectivement, ce qui a été dit en introduction, on a tendance à doubler un peu le nombre d'emplois pour un petit peu plus que doubler le nombre d'emplois pour arriver au nombre d'emplois
liées au numérique, mais intégrées dans les entreprises. Alors, sachant que pour nous, il y a une petite spécificité, c'est que le premier employeur informatique du département compte à peu près entre 600 et 800, c'est variable, qui s'appelle les MMA, puisque toute l'informatique des MMA est sur le Mans. On ne les compte pas dans ces 2500 emplois, mais c'est un poste d'emploi qui est extrêmement important. Donc on est parti de cet état des lieux, et dans cet état des lieux, il y avait le constat qu'on était sur notre territoire un petit peu en retard par rapport au numérique, comparé à d'autres départements. C'était lié à plusieurs facteurs, au fait qu'on a un tissu industriel où il y a beaucoup de centres de décision qui sont à l'extérieur du département, donc de la commande informatique et de la commande liée au numérique qui se faisait souvent à l'extérieur, et souvent l'achat de prestations qui se faisait sur Nantes, grand bien d'en face pour la filière numérique nantaise, sur Rennes ou sur Paris. Donc la volonté de la Chambre de commerce qui a été soutenue dans cette démarche par l'agglomération du Mans et le Conseil général de la Sarthe, c'était d'inverser un petit peu la tendance et de faire en sorte qu'on voit émerger sur le territoire un vrai pôle numérique, et qu'on parle du département pour autre chose que d'automobile et des rillettes. Donc on a décidé de mettre en place un équipement qui va comporter plusieurs briques que je vais vous présenter rapidement. Donc aujourd'hui on a 1000 mètres carrés qui sont à 200 mètres de la gare TGV, qui elle-même est à 54 minutes de Paris. C'est un facteur important pour nous en termes de développement exogène. Donc on a 3 plateaux de 350 mètres carrés qui comportent différents équipements et différents services. On va retrouver des éléments qui ont été évoqués sur les deux précédentes présentations. Donc on a un espace de coworking, comme la cantine à Nantes. Alors nous sommes tout jeunes, hein, ce que je vous présente là est ouvert officiellement depuis le 10 avril. Donc nous sommes au début de l'aventure. Mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. On a amorcé la communauté de coworkers en organisant ce qu'on appelle des jellies. Donc on a organisé 5 jellies. Aujourd'hui, on a une communauté d'utilisateurs potentiels d'espaces de coworking d'à peu près de 150 personnes. Essentiellement composés de start-upers, de jeunes entrepreneurs, de petits entrepreneurs, parce qu'on a une spécificité aussi, c'est que notre filière numérique est assez morcelée, assez éclatée, plutôt en TPE, assez peu de grandes entreprises. Et on est en train de mettre en place un programme d'animation un peu à l'image de ce qui se fait sur Nantes. En proximité immédiate de cet espace de coworking, alors bien évidemment on s'est appuyé sur nos réseaux locaux, alors, qui ont émergé au gré de la démarche au fur et à mesure où on en parlait autour de nous. Et puis il y avait des réseaux qui étaient préexistants. Donc aujourd'hui on a principalement 5 réseaux d'acteurs. On a une association qui s'appelle Objectif Digital, qui est une association d'acteurs du numérique, plutôt filière numérique, mais assez transverse, qui se rapprocherait un peu d'ADN sans le volet DSI. Donc ça, c'est une association qui a un peu plus d'1 an maintenant. On a une association de start-upers, parce qu'ils ne se retrouvaient pas forcément dans l'approche des entreprises plus traditionnelles. Donc ça, c'est un réseau qu'on a vu émerger. Alors au début, on leur a dit, essayez de voir plutôt si vous ne pouvez pas vous entendre avec Objectif Digital. Ils se sont rencontrés, et puis finalement, ce n'est pas le même état d'esprit. Ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles, et donc ils ont souhaité créer leur propre réseau, qui pour l'instant est un réseau informel. On a une association qui s'appelle Linux Men, qui est une vieille association qui fait la promotion du logiciel libre, qui avait une cible très grand public, et nous on leur a proposé dans le cadre du projet de se réorienter un petit peu sur la cible entreprise. Donc ils ont répondu présent, et on met en place avec eux des actions pour sensibiliser les entreprises, notamment les DSI, aux enjeux du logiciel libre, de l'open data, etc. On a une émanation de cette association qui est le Hackerspace de l'Université du Maine, donc qui est né il y a quelques mois. Donc ce sont des hackers, comme on l'indique. On presque suffit de dire que ce sont de gentils hackers. Bon, ils flirtent parfois avec la limite de la légalité, mais ce sont, on va dire, des bidouilleurs et de vrais hackers. Alors pour nous, cet acteur-là, il est important parce que confronter ces jeunes qui viennent du monde de l'université
et des dirigeants d'entreprise qui parfois ont des certitudes sur la robustesse de leurs solutions informatiques. Ça fait parfois des étincelles, mais souvent il en ressort des choses intéressantes parce que le dirigeant repart avec l'idée de se dire finalement il faut peut-être que je discute un peu plus avec ces jeunes-là parce qu'ils ont peut-être des choses à m'apprendre pour que je sécurise ma solution. Donc de ces liens concrets entre les différents réseaux naissent des choses et des collaborations qui, de notre point de vue, sont très intéressantes et très enrichissantes pour le territoire. Et puis on a une association qui s'appelle l'APSIS, l'Association pour la promotion et la sécurité des systèmes d'information, qui est une association nationale, mais qui a, c'est une opportunité, qui a son siège, qui est au Mans, parce que le président il est au Mans et est fier d'être sartois. Donc ils organisent une biennale autour de la sécurité des systèmes d'information de santé. Et là aussi c'est intéressant que sur la porte d'entrée santé, finalement on parle de sécurité de système d'information et au final on se rend compte que ça concerne énormément de monde. Et puis on a quelques initiatives en cours, donc on travaille aussi avec une émanation des MMA qui s'appelle MM Academy, qui est une sorte de centre de recherche un peu ouvert sur l'appropriation des nouvelles technologies dans la stratégie des MMA. Et puis il y a un projet de cluster, là, il y a 2 projets de cluster, il y en a un qui s'appelle Clovis et un autre qui s'appelle Cloud 303 autour des problématiques du cloud. Donc on a un espace de partage sur lequel on diffuse l'information et on a une bourse d'échange, j'avance. Donc l'objectif c'est de détecter les projets à fort potentiel. On a une problématique, une réflexion aussi avec les acteurs sur la formation, et ça c'est assez général, et le recrutement. Puisqu'on a assez peu de formations sur le territoire, on a un certain nombre d'actions qui sont en lancement avec les acteurs locaux, l'Université du Maine, l'ENSIM, et on a deux formations qui vont être lancées au sein de la ruche numérique, puisqu'on a une salle, on dispose d'une salle de formation. Donc une formation, une licence 3 de développeur d'applications mobiles qui va être lancée en septembre par l'Institut d'informatique appliquée de Laval, et une initiative privée qui s'appelle l'École du numérique, qui va être lancée également au mois de juin. J'avance. Alors, il me reste 3 minutes, donc je vais aller très vite. Donc, on a un volet très important pour nous qui est la promotion des usages du numérique au travers d'un programme d'animation, puisqu'il y a un programme national qui a été lancé par l'État qui s'appelle Transition numérique, dans lequel nous nous inscrivons pleinement, puisque nous sommes pour la région Pays de la Loire tête de pont, et nous avons mission de constituer un réseau d'acteurs sur les territoires. On va peut-être pouvoir dire un mot sur la promotion des usages, puisque pour nous c'est extrêmement important de diffuser la bonne parole, parce que comme ça a été dit en introduction, les entreprises qui intègrent les problématiques numériques se développent 2 fois plus vite que les autres. Donc pour nous, pour toutes nos cibles, alors là je parle en tant que chambre de commerce, commerçants, dirigeants de TPE et de PME, s'ils ne négocient pas ce virage, pour un certain nombre d'entre eux, leur activité à court, moyen, long terme est fortement compromise. Donc il y a un enjeu qui est lié à la promotion des usages. Je vais peut-être dire un mot sur ce qui se passe en Vendée. Je vais dire Désolée, bon, d'accord. Donc voilà, donc on a cette mission-là. Et on a un événement B2B qui aura lieu le 13 juin. Là, ce sont des rencontres d'affaires auxquelles vous êtes invités si vous voulez venir faire un tour, pour faire se rencontrer l'offre et la demande de services informatiques sur le territoire et même au-delà. Donc, au 2e étage de la ruche numérique, nous avons une pépinière entreprise qui comporte 12 bureaux, qui a vocation à implanter des entreprises naissantes, donc start-up, et sur leurs 3 premières années. Donc aujourd'hui, on a 3 entreprises qui sont déjà installées depuis le début avril et 3 projets d'implantation. Ça se remplit assez vite, et tant mieux. Et au 3e étage, on a une offre de bureaux, alors elle qui est portée par le Mans Développement. Les 2 premiers étages que je vous ai présentés sont gérés par la Chambre de commerce, dans le cadre de la ruche. Et le 3e niveau est géré par le Mans Développement, et il a vocation à accueillir des entreprises au-delà des 3 ans, ou des entreprises qui arrivent directement dans le cadre de la prospection et du développement exogène. Donc la première qui est arrivée est FITIC, qui a une implantation et qui a un projet de création de 10 emplois dans l'année qui vient. Voilà, j'en ai terminé sur nos objectifs. Donc c'est faciliter le développement et la création des entreprises en local, favoriser la synergie entre les entreprises au travers des réseaux que je vous ai présentés,
Et puis attirer de nouvelles entreprises, sachant que notre cible prioritaire étant le bassin parisien, puisque nous ne sommes qu'à une toute petite heure de Paris. Très bien, merci d'être venu depuis la Sarthe pour cette présentation. Je vais vous demander de rejoindre vos places et nous allons parler maintenant donc, au travers de ces exemples-là à la réalité sur la Roche-sur-Yon agglomération et la filière que nous construisons ici. Donc avec M. Parcy. Monsieur Parcy. Juste un mot, c'est un DSI aussi de l'agglomération de la ville. On a lancé une étude au niveau de l'agglomération parce que, comme les SAP de l'Aune, on va être fibré à l'appartement par Orange et SFR. Enfin, par Orange, mais financé à 50% par SFR. Mais comme le monde du réseau ou de l'économie n'est pas toujours un monde de bisounours, on a jugé utile de bien accompagner la mise en place de ce fibrage et accompagner notamment les communes d'une étude et d'un appui de l'agglomération pour pouvoir comprendre comment ça se passait, l'accompagner et y compris s'intéresser au débit pour les entreprises. Donc M. Parcy, qui est directeur, va nous parler, et puis après je laisse la main à M. Et je vais inviter également M. Duris à nous rejoindre, s'il vous plaît, qui abordera toute la partie formation des jeunes et donc les aménagements techniques, M. Parcy. Donc merci, bonjour. Donc effectivement, on a parlé un petit peu là ce matin déjà d'une synergie qui est en train de se créer, entreprises qui ont besoin de se regrouper pour répondre à des appels d'offres, des endroits de réflexion pour de la modernisation, mais tout ça ne vaut que si on a quelque part les tuyaux qui vont bien, et c'est aussi le rôle d'une intercommunalité d'offrir, entre guillemets, ces entreprises des réseaux qui sont performants. Alors un constat, comme dans tout territoire français, on va dire, la Roche-sur-Yon agglomération a une carte de couverture ADSL qui est diverse et variée, avec des endroits plutôt pas mal, ski en vert, ce qui est plutôt bonne vitesse, des réseaux un peu grisés, un peu moyens, puis des réseaux blancs où c'est pas terrible, mais ça c'est vrai du territoire français, c'est le réseau France Télécom original. Il faut se souvenir que le réseau a été fait pour la téléphonie à la base et pas pour faire passer de la data. Et donc tout le monde vit cela en France aujourd'hui. Donc des diversités de couverture assez importantes. Pour combler cette problématique, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de passer à de la fibre. Donc le territoire est couvert par des offres fibres, tout le territoire est couvert. Par contre, effectivement, ce territoire est couvert avec différentes solutions et donc avec des coûts parfois totalement différents. Alors, le territoire, pour partie, donc si on revient ici, la partie qui est foncée, on a une couverture qui est normalisée, standardisée, donc avec une solution FTTO. Donc je suis désolé, là je suis un peu moins glamour que tout à l'heure les apéros sympathiques après des réflexions, du brainstorming. Donc ce qui est bien, c'est que l'alcool continue à vivre, on n'a pas parlé d'autres opiacés, choses comme ça, donc c'est quand même bien. Et donc on s'aperçoit globalement qu'il y a quand même des coûts relativement importants. 100 mégas qui, on estime demain, est quand même des choses qui vont être vraiment utiles pour une certaine typologie d'entreprise, on est quand même à 1 600 € par mois. Donc c'est quand même des coûts très élevés. Et on ne parle pas dans ces coûts-là de la grosse problématique qu'on a dans les territoires qui est l'accès. C'est-à-dire qu'une fibre, il faut l'amener. Et ça, c'est aujourd'hui une vraie problématique sur le territoire comme sur beaucoup de territoires. Donc effectivement, on a le FTTH, ce que Monsieur le Président a évoqué tout à l'heure. Donc Orange va installer de la fibre to the home, donc la fibre pour le particulier, mais qui pourra aussi être utilisée par les entreprises, mais qui n'a pas la qualité attendue, entre guillemets, du FTTO, qui est de la fibre pour l'entreprise. Plus expressément. Alors, quand on va illustrer, quand on est sur le territoire qui n'était pas le territoire central, on va dire, de l'agglomération, eh bien, pour 6 mégas, on peut retomber au même prix, c'est-à-dire qu'on passe de 100 mégas à 6 mégas pour payer 1 400 €. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, et clairement, c'est une offre qui est faite pour que personne n'y réponde. La stratégie, elle est claire, on met un prix qui n'intéressera personne, donc comme ça, on ne risque pas de tirer de la fibre. Donc nous, partie de ce constat, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, on a des offres, mais que ces offres, pourquoi elles sont chères? C'est parce qu'il y a un problème d'infrastructure. L'infrastructure, aujourd'hui, elle est cuivre, pour la majeure partie, elle sera fibre, mais dans un mode particulier pour votre partie, et on a des zones d'activité où nous, on estime qu'il y aura besoin de la fibre FTTO. Et cette fibre FTTO, si nous, on met en place, on va dire, les outils
qui permettent de diminuer les coûts d'implantation de ces fibres au sein jusqu'au bâtiment, on va fatalement diminuer les coûts de prestation et donc diminuer les coûts induits des abonnements par rapport à ça. Donc ce qu'on a fait dans l'étude, c'est qu'on a recherché sur le territoire, au niveau de chaque zone, quels allaient être dans un futur à moyen terme, on va dire dans les 5 à 10 ans, les vrais besoins qui allaient ressortir. On sait très bien que toutes les entreprises n'auront pas besoin de 100 mégas. Il est évident qu'un artisan, il sera peut-être d'un 10 mégas, mais très stable, d'une très bonne qualité. Il est clair que si vous êtes sur un data center, il y en a quelques représentants ici, le 10 mégas, c'est juste pas possible. Donc on a fait une étude par rapport aux prospectives des entreprises présentes, des entreprises qui pourraient s'installer, et on a deux typologies de zones d'activité en fait, qui se dégagent. Des zones d'activité où il y aura vraiment besoin de fibres, et des zones d'activité où, on va dire, un ADSL 8 mégas, mais relativement performant, c'est-à-dire stable, est intéressant. Et donc c'est un peu sur ce schéma-là que l'on va s'engager, c'est-à-dire comment on peut faire que dans ces zones ciblées, on améliore le génie civil, hein, c'est terre à terre, pour que la fibre puisse arriver pas trop cher jusqu'aux entreprises, pour qu'il y ait juste la prestation d'activation, donc les coûts de FAI pour les initiés. Voilà, donc en clair, passer d'un réseau opérateur à une fibre agglo pour une partie, pour éviter effectivement des coûts induits relativement élevés. Voilà, donc les perspectives, mettre en place une capacité de la FTTO pour répondre aux besoins FTTO, donc la fibre pour les entreprises. Faire une communication aussi, parce qu'on s'est aperçu que les entreprises, au final, elles avaient une méconnaissance. C'est vrai que moi, je participe à ADN, l'intitulé dictatorial de M. Bonin, c'est un peu moi qui l'ai dit, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très péchu, et c'est bien, il faut des gens comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit que la connaissance est relativement éparse. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on communique là-dessus, donc on va communiquer aussi sur les offres, parce qu'aujourd'hui, vous appelez France Télécom, par exemple, ou SFR, ou Bouygues, vous dites, voilà, je veux du FTTO, je veux de la fibre, bah déjà, vous allez tomber souvent sur un commercial qui n'est pas un commercial d'entreprise et qui va avoir du mal à vous répondre. Donc ça, nous, on a fait ce travail-là, de trouver les interlocuteurs, de savoir ce qui existait sur le territoire, etc. Donc on sera en capacité de répondre aux entreprises qui auront ce type d'interrogation, en tout cas aujourd'hui, hein, l'état des lieux aujourd'hui est fait. Et puis ensuite, on va accompagner le FTTH, puisque le FTTH, bien qu'il soit pour les particuliers, nous, on veut aussi qu'il soit pour les entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises qui devront et qui auront besoin de profiter de cette offre-là. Voilà. Donc j'ai fait très très court, puisque on est très très court. Oui, on garde des questions pour la fin, s'il y en a. Donc, À cette occasion-là, on s'est aperçu qu'on avait vraiment besoin d'être accompagné au niveau de l'agglomération et des entreprises, parce que ceux qui font du business, forcément, ils disent pas forcément tout, c'est normal, c'est leur job. Hein. Merci. on passe aux autres aménagements. Donc, et là, on va se rapprocher un petit peu de ce qui est déjà en place sur les autres territoires. Donc on a parlé d'aménagement du territoire. Donc le pôle numérique de La Roche-sur-Yon agglomération, c'est également la mise en œuvre d'un parcours de l'entreprise numérique, on peut l'appeler comme ça, avec 3 objectifs qui vont être un petit peu les mêmes que la Sarthe nous a présenté tout de suite. Donc favoriser la création d'entreprises, accompagner le développement de nos entreprises, et tout ça dans une logique de dynamique collaborative, en s'appuyant sur des associations existantes qui nous ont été présentées en début de petit déjeuner. Donc, un premier lieu, ça sera le pôle numérique de l'agglomération, ça sera un multisite sur l'agglomération, parce que le numérique à l'échelle de l'agglomération, c'est des outils qui sont, on va dire, géographiquement, qui n'ont pas de... Enfin, le lien géographique au numérique, il est vaste, c'est le monde, hein, finalement. Donc, on est sur du multisite. On va peut-être revenir à la diapo d'avant. Donc, c'est d'abord un espace de 350 mètres carrés, sur le pôle d'affaires de Beaupuy, un espace qui sera ouvert en fin d'année, dédié à toutes les entreprises du numérique, mais également aux créateurs d'entreprises, aux coworkers bien évidemment, aux étudiants, aux personnes qualifiées en recherche d'emploi dans ce domaine. Donc avec quelques postes de coworking, moins d'une dizaine, hein, nous allons créer un lieu à l'échelle de l'agglomération. Nantes a créé sa cantine numérique à l'échelle de son territoire. La Roche-sur-Yon créera son espace numérique à l'échelle de son territoire. Donc il sera avant tout un lieu convivial de rencontre d'échange, comme c'était présenté au niveau de la cantine notamment,
mais également au niveau de la Sarthe, donc avec des animations qui seront réalisées. On est en contact actuellement avec, bien sûr, ADN, avec l'Atlantique, mais également avec la Chambre de commerce pour travailler sur la mise en œuvre d'animation de ce lieu, hein, parce que l'animation est essentielle à la réussite du lieu. Également des bureaux à la location pour des créateurs, pour des entreprises en phase de développement. Donc on aura des bureaux, on proposera des surfaces de 16 à 100 mètres carrés, avec une offre data sécurisée, hein, avec une liaison très haut débit vers le futur data center qui va s'installer sur La Roche-sur-Yon, donc avec la mise à disposition de baies dans l'offre de bureaux, hein, ce qui est quand même un atout important pour des jeunes entreprises en développement dans ce secteur. Et puis une salle de visioconférence dédiée à la formation, hein, qui pourrait être sera mise à disposition des acteurs du numérique, et puis une salle de réunion dédiée à des événements numériques. Donc ça, c'est un premier lieu. Après, là, on s'adresse à des entreprises plus importantes du numérique, donc un parc d'activités situé à l'arrivée de l'autoroute Paris-Angers, La Roche-sur-Yon, donc Parc Eco 85, où vous retrouvez déjà des entreprises importantes, comme le groupe Frido, ou encore une entreprise que j'ai citée tout à l'heure, Bimedia, qui intervient dans le domaine du numérique. Donc un parc d'activités de 50 hectares qui est relié très haut débit. Toutes les parcelles sont fibrées. Et c'est pas demain, c'est hier, parce qu'elles sont déjà fibrées depuis un an. Et c'est un parc qui bénéficie déjà, enfin c'est imminent, dans les semaines qui viennent, de la double adduction, hein, fibre optique. Élément essentiel au développement de data centers de niveau 3, je ne suis pas un spécialiste, mais de mémoire c'est ça. Et puis c'est un parc de haute qualité environnementale. Donc aujourd'hui c'est un parc qui est occupé à 50%, donc qui garde un potentiel important pour accueillir de nouvelles entreprises. Des ateliers numériques qui seront créés sur ce parc d'activités également, par la Roche-sur-Yon agglomération, donc des bâtiments de 250 à 500 mètres carrés, comprenant du bureau mais aussi de l'atelier, parce que le numérique c'est pas seulement des espaces de coworking et puis des bureaux, c'est aussi des entreprises qui ont besoin d'ateliers ou d'entrepôts. On peut penser donc aux pure players qui se développent et qui ont également du stock à gérer. Donc on est sur des bâtiments mixtes. Et puis tout cela à côté du futur data center, donc, qui vous avez à l'image dans le bas de l'écran, qui ouvrira en décembre 2013, hein, et donc qui sera le premier data center de Vendée. Fabien Richard, que je vois là-bas, il parmi nous. Je vais peut-être lui donc, de la société HIT qui ouvrira ce data center. Je vais peut-être lui laisser le soin de présenter le projet. Alors Fabien est quelqu'un de passionné dans son métier, donc je vais lui demander de faire court et d'être un petit peu moins passionné que d'habitude peut-être. Je vais faire court, le message est passé. Donc bonjour à tous, Fabien Richard, je suis l'un des dirigeants fondateurs de la société HIT Data Center. Donc effectivement, plus près le micro. Donc effectivement, on va ouvrir un data center à La Roche-sur-Yon, au Parc Eco, puisque c'est un endroit particulièrement adapté à cette activité de data center en termes fibre optique télécom. Un data center, c'est quoi? Très rapidement, c'est une usine du numérique. Quand on parle d'un développement du numérique dans un territoire, il faut des usines du numérique. Ça permet de fixer la donnée dans un territoire, et en fixant la donnée dans un territoire, bon, on développe toute l'économie du numérique. Les gens qui traitent les données, les gens qui les gèrent, les gens qui les produisent, etc. C'est un endroit où finalement tous les flux du numérique se retrouvent et c'est une création des flux du numérique. Donc on est très heureux en tout cas d'implanter ce deuxième data center fin d'année à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Pour nous, c'est un investissement très important. Un petit mot quand même, parce que cette semaine, on a fait une annonce de presse importante. Il y a un nouvel acteur qui vient de nous rejoindre dans notre capital social et qui va apporter beaucoup au data center vendéen, qui est l'acteur Néo Télécom. Néo Télécom, c'est un acteur qui a pris 35% de notre capital social. C'est un acteur mondial, leader mondial du web, un opérateur télécom fibre optique qui couvre beaucoup de pays à l'international, qui dispose aussi de 8 data centers en France. Et le data center de La Roche sera raccordé au backbone, donc au cœur du réseau de Néo Télécom, bénéficiera de tous les services Néo Télécom, et sera aussi raccordé à tous les autres data centers de Néo Télécom au niveau national, avec des liaisons très faciles et très peu chères avec tous les grands centres économiques de France, et même au niveau mondial. On travaille pour des entreprises aujourd'hui qui nous demandent de les raccorder à Chicago, et aujourd'hui c'est du domaine du possible, et ce sera du domaine du possible demain à La Roche-sur-Yon pour des sommes extrêmement intéressantes. Voilà.
Merci. Donc, vous voyez des services, des structures d'accueil pour les entreprises, pour toutes les entreprises, du créateur à l'entreprise un peu plus importante. Et puis, j'y reviens, une dynamique collaborative, élément essentiel de cet écosystème numérique. Donc en s'appuyant sur les acteurs locaux, ADN, Atlantique 2.0, mais également la CCI qui est présente ce matin avec Jérôme Boitel, que je remercie. Et puis également sur les réseaux régionaux, parce que l'écosystème numérique de l'agglomération doit s'inscrire dans l'écosystème numérique régional. C'est essentiel pour sa réussite et pour l'apport de l'expérience régionale aux entreprises de l'agglomération. Donc à travers des développements d'actions collectives, deux exemples de développement qui sont déjà concrets. La présence de l'agglomération au salon e-commerce, où l'on propose à des entreprises de la filière de nous accompagner pour, excusez-moi, je vais faire un petit peu de pub, pour un tarif défiant toute concurrence, 500 €. N'importe quelle entreprise de numérique qui veut exposer au salon e-commerce à Paris, aujourd'hui c'est 5 000 € le ticket d'entrée. L'Aglo propose d'exposer pour 700 €. Donc c'est une action collective. D'ores et déjà des entreprises nous ont répondu positivement. Et puis un appel à projet numérique qui sera lancé dans le cadre du Salon des entrepreneurs à Nantes, donc au mois de novembre, enfin qui sera lancé en septembre, mais on en parlera largement au Salon des entrepreneurs à Nantes au mois de novembre. Voilà. Merci. On a regagné un petit peu de temps, donc c'est parfait. Monsieur Duris, donc vous êtes directeur adjoint du laboratoire IETR donc pour Polytech Nantes, et vous allez nous expliquer donc les formations qui existent déjà. Je vois certains représentants, monsieur Duval qui est là. Voilà. Oui, en fait, ce qu'on m'a demandé de présenter, c'est le projet de formation donc ingénieur réseau télécommunications, auquel on a commencé à réfléchir donc à Polytech Nantes. Donc il y a un aspect enseignement et l'aspect recherche. Alors le besoin en fait nous a été donné par une étude donc, de DMS Conseil qui a été mandatée par la Roche-sur-Yon agglomération. L'étude dont je faisais état tout à l'heure, oui. Et donc en fait elle a fait état d'un besoin donc, issu économique sur des ingénieurs possédant des profils donc assez larges, capables d'intéresser à la fois des opérateurs télécoms, leurs sous-traitants, mais aussi des PME et des ETI régionales. Donc avec des compétences très larges, comme je disais, allant de l'informatique au réseau, à la fois côté logiciel et matériel. Donc l'idée qui a été proposée, c'est l'ouverture d'une formation ingénieur généraliste dans le domaine informatique, réseau et télécom. Alors l'état des lieux sur La Roche-sur-Yon dans ce domaine-là, donc il y a depuis quelques années un DUT réseau et télécommunications, donc à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Donc c'est sur ces thématiques, un réseau informatique, téléphonie, technique de télécommunication. Et actuellement, donc, ce sont des promotions de 28 étudiants. Donc il y a 2 fois 28 étudiants pour le DUT. Il y a également une licence professionnelle qui a démarré aussi il y a quelques années donc, autour de ces thématiques. Donc Azure, administration, sécurité des réseaux. Alors cette licence professionnelle est en alternance, donc à la fois par de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Et donc il s'agit de 16 étudiants avec des partenariats, donc un certain nombre d'entreprises qui sont ici présentes. Voilà, alors l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, d'aller sur les formations ingénieurs. Donc Polytech Nantes s'est positionné là-dessus. Alors je dis quelques mots simplement sur Polytech Nantes. Donc c'est une école d'ingénieurs qui appartient à l'université de Nantes, qui a actuellement 8 spécialités d'ingénieurs dans des domaines très très larges. Et qui est implanté actuellement sur Nantes et Saint-Nazaire. Ça représente 1000 étudiants et donc 300 diplômés par an. C'est une grosse école qui fait partie donc du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech. Il y a 13 écoles au niveau français qui fonctionnent exactement de la même façon, donc des écoles universitaires avec des chiffres qui sont à peu près similaires, c'est à peu près la même taille pour l'ensemble des écoles. Donc ces écoles appuient leur formation sur des laboratoires de recherche. Donc pour Polytech Nantes, donc on a un certain nombre de labos, alors je ne vais pas donner la signification des acronymes, ce sont des UMR, donc pour la plupart des unités mixtes de recherche CNRS. Donc ce sont des écoles qui ont aussi une politique active vers l'international, par l'intermédiaire de mobilité étudiante, de formation de double diplôme notamment. Donc j'ai cité notamment donc, un institut qui concerne Polytech Nantes et qui concerne les STIC, une collaboration avec l'université de Canton en Chine,
il y a bien d'autres collaborations qui existent dans ce domaine. Donc voilà un petit peu pour l'existant. Alors les formations existantes à Polytech Nantes dans ce domaine actuellement, donc sur Nantes, il y a 2 départements qui sont complètement dans les thématiques dont on parle aujourd'hui. Donc le département électronique et technologie numérique, et puis le département informatique. Donc ils ont ces 2 formations offrent des options de dernière année dans les domaines informatique, réseau et télécom. Elles ont toutes les 2 un très bon placement au niveau des diplômés. Et puis un appui recherche alors, sur 3 laboratoires nantais, donc l'IETR, c'est l'Institut d'électronique et de télécommunications de Rennes. Moi je m'occupe de la partie nantaise de ce laboratoire. L'IRSIN et le LINA, donc à la fois sur l'informatique, sur les réseaux, sur le multimédia, notamment pour l'IRSIN. Donc un appui recherche important pour ces formations. Alors la recherche, il y en a également à La Roche-sur-Yon. Donc dans ce domaine-là, en fait, on a 2 enseignants-chercheurs actuellement à l'IUT de La Roche-sur-Yon, qui sont dans l'IETR et qui exercent des activités dans le domaine des télécoms, donc sur les réseaux de capteurs, sur les programmes d'efficacité énergétique des transmissions, notamment entre capteurs, également sur la récupération d'énergie pour les systèmes de communication. Donc ça, ce sont les activités de recherche. Il y a également déjà des collaborations qui se font avec d'autres équipes de recherche dans d'autres domaines au niveau de La Roche-sur-Yon, notamment le GPEA. Donc ce sont des biologistes. Et donc on a des collaborations sur les capteurs biologiques, donc comment en fait transmettre les informations de capteurs qui viennent mesurer la pollution, notamment dans les rivières. Alors le projet, c'est la création d'un groupe de 24 apprentis par an. Donc ça veut dire, pour une formation d'ingénieur sur 3 ans, ça veut dire 72 apprentis. Le socle étant le département actuel électronique et technologie numérique de Polytech Nantes, avec un appui local recherche sur une équipe donc de taille critique. J'ai parlé de 2 enseignants-chercheurs actuellement sur La Roche-sur-Yon. Ce n'est pas une équipe qui est suffisamment importante pour avoir une activité visible sur La Roche, et l'idée c'est donc d'augmenter en fait la taille de cette équipe. Alors le modèle qui est proposé, c'est le modèle de chaire. Alors on a une expérience de ce type de fonctionnement donc, à Saint-Nazaire dans le domaine du génie civil. Donc ce modèle de chaire va être proposé actuellement aux partenaires vendéens. Donc une chaire, ça veut dire des enseignants-chercheurs qui sont sur statut privé en fait, et qui exercent les mêmes fonctions, donc qui interviennent à la fois au niveau de l'enseignement et de la recherche. Donc on a réfléchi à un modèle économique, donc je ne vais pas le détailler ici, je pense que ce n'est pas l'objet. Donc on a l'expérience d'une formation d'apprentissage qui est maîtrise des énergies à Saint-Nazaire, donc qui est en partenariat avec l'IT2I. Alors tout n'est pas complètement défini. La conclusion de cette étude, c'est que le projet est réalisable, moyennant évidemment un soutien des partenaires, donc à la fois institutionnels et des partenaires économiques, donc à moyen terme, pour faire fonctionner donc, cette formation, et puis la recherche qui est associée à cette formation. Voilà, j'ai été très rapide, je pense. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un des résultats de l'étude, donc du schéma local de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, c'est que si on ne développe pas l'aspect recherche, qui coûte un peu, eh bien, il n'y a pas d'enseignement supérieur à terme. Donc c'est très important, et la proposition qui a été faite par le président Lavoux, enfin les 2 vice-présidents, et M. Le Gall qui participe donc à la réflexion, c'est effectivement de mettre une formation d'ingénieur, on en a besoin. Il y a déjà une communauté manager qui commence au CUD, ou à l'unité au CUD, au centre universitaire, en septembre là. Donc le projet, ça serait de... C'est à l'IUT. À l'IUT, pardon. Département Infocom. Oui, mais l'IUT fait partie de l'université, monsieur. Oui. D'accord. Maintenant, l'IUT, l'IUFM, tout ça fait partie de la seule université qui est l'université, alors je me bats pour que ça s'appelle Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon. Mais bon, c'est celle de Nantes. Et donc, c'est un des enjeux, c'est de consolider cet aspect numérique, mais avec de la recherche pour que ça soit durable, quoi. Donc, effectivement, et ça avec objectif, ouverture de cette formation-là, donc communauté majeure, c'est en septembre 2013. L'objectif qu'on a vu avec la présidence de l'université, c'est, et M. Le Gall, septembre 2014, parce qu'on peut pas faire plus vite, mais comme perspective, ça nous semble crédible et intéressant. Voilà. On va signaler dans la salle également la présence de M. Andrieux, c'est ça? Oui, entre autres. Enseignant-chercheur à La Roche-sur-Yon, M. Duval et M. Germain.
Est-ce que des questions? Voilà, les interventions sont terminées. On a fait un bon tour d'horizon de l'existant en région Pays de la Loire et du projet de La Roche-sur-Yon agglomération avec des choses très concrètes en termes d'aménagement, d'équipement et de formation. Donc est-ce qu'il y a des questions peut-être à nos intervenants qui sont ici sur le projet de La Roche-sur-Yon agglomération? J'ai une remarque, quand si je peux me permettre, c'est quand j'ai vu ça, le projet, et quand j'ai entendu la cantine et puis le projet du Mans, je me suis dit, Madame est belle et tout. Voilà. Donc, Gibor nous fournit le loto, et c'est à côté de la gare. Non, mais j'en sais rien. Mais je pense que tout est dit. À côté de la gare, ça serait pas mal non plus. Mais enfin bon, on a un projet là-bas, on va avancer, mais comme si ça peut prendre de l'ampleur, moi ça me semblerait. Hein, M. Bonnet, vous en pensez? Il faut simplement le financer. Je pense que vous avez tout à fait raison. On a une filière très riche, très dynamique, qui crée de l'emploi. Et d'avoir un lieu qui couvre votre territoire où les gens peuvent se regrouper, on voit que les cantines, c'est un lieu où les startups, c'est-à-dire les pépites, c'est-à-dire les petites boîtes d'aujourd'hui qui créent les Google de demain, il faut qu'ils puissent bosser ensemble, bosser sur le territoire. Les étudiants vont aussi pouvoir trouver des entreprises pour faire des stages, pour faire de l'apprentissage, etc. Ça, c'est vital. Aujourd'hui, on a des étudiants. Il faut pouvoir les incorporer dans l'entreprise. La difficulté du numérique, c'est que c'est compliqué. On a des métiers assez techniques. Et si on ne les éduque pas dans l'entreprise, on se retrouve avec des lapins à la sortie. Donc l'idée, c'est quand même de les incorporer dans l'entreprise le plus vite possible. Et des lieux de coworking comme la cantine, c'est de leur sortir des labos d'université et les mettre dans la vraie vie avec un partenariat école-entreprise qui doit être fort. Et d'avoir un lieu phare sur La Roche-sur-Yon, je pense que c'est vital. C'est-à-dire, les autres l'ont créé. Il y en a un en fin d'année, mais la question se pose de savoir si effectivement il faut. Enfin, il faut réfléchir, mais de toute façon, il faut qu'on avance. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot cantine ou ruche? J'en sais rien. Enfin, c'est la même idée, de toute façon. Comment dire un mot? Il y a un réseau des cantines. Alors, aujourd'hui, il y a un réseau des cantines, tout à fait. La cantine, c'est une marque déposée. Voilà, il y a un dossier à déposer auprès du réseau des cantines. C'est statué après au sein du bureau. Mais voilà, il y a une réflexion à faire en fait autour de. Et puis même si c'est pas forcément le terme cantine, on a aussi les tiers-lieux du réseau des cantines. Et je pense que la notion importante que vous avez apportée, c'est aussi d'avoir un lieu en fait qui se trouve en centre-ville. Et ça aujourd'hui aussi, enfin en tout cas, en dehors du fait que ce soit dans le centre-ville, c'est un lieu accessible. Et ça c'est vraiment une notion importante pour nous. Les deux sont accessibles. Voilà. Parce que vous avez vu là, le parking par rapport. C'est que les gens puissent venir, que ce soit à pied, pour les étudiants notamment, je pense, pour que ce soit une facilité de rencontre. En fait. C'est vraiment la notion importante pour nous. Mais enfin, je ne sais pas pour ce qui est des entreprises du numérique de Vendée, parce qu'effectivement, ce qu'on fait là, c'est pour La Roche-sur-Yon agglomération. Mais, enfin, comment dire, je sais pas ce que je voulais dire, ça vous m'avez troublé, monsieur. Prenez la parole, allez-y. Je vais juste répondre pour La Roche numérique. La Roche numérique, effectivement, est aussi marque déposée, mais il n'y a pas d'exclusive, on est totalement. Oui, voilà, c'est ça. Mais sur la mise en réseau, effectivement, c'est extrêmement important. Et nous, on voit émerger des projets collaboratifs entre entreprises qui ne se connaissaient pas, du fait qu'elles se soient rencontrées soit sur les Jelly, soit dans l'espace de coworking, et qui se mettent à travailler ensemble et qui produisent de la valeur parce qu'elles additionnent des compétences qu'elles avaient chacune dans leur coin et qu'elles exploraient totalement. Ce que je voulais dire, c'est qu'à La Roche-sur-Yon, à un moment donné, à mon avis, on ne peut plus travailler seul. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on s'appuie, nous, absolument sur l'Université de Nantes. Et je remercie, on pourrait remercier, y compris d'ailleurs le directeur de Polytech. On ne peut pas faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que La Roche-sur-Yon agglomération adhère aussi à Atlampol, qui est un peu la technopole pour toute une série d'entreprises très innovantes. Et on n'a pas les moyens de le faire là, mais Atlampol travaille sur toute la Vendée d'ailleurs, et pas que sur l'agglomération. Et je pense que c'est par réseau qu'on peut faire. Donc on n'a pas l'ambition de se planter, mais il faut travailler avec ça, y compris avec le réseau des CCI qui maintenant, effectivement, est régional. C'est bien ça. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à vraiment foncer ensemble sur ce secteur-là, parce qu'individuellement, on n'y arrivera pas. Donc, c'était l'enjeu. Et moi, je me félicite de notre schéma local, qui n'est pas encore complètement validé, mais qui commence à avancer. Très bien, même. Voilà, alors allez-y. Moi, j'ai peut-être une question sur la cantine. Est-ce qu'on peut se considérer que c'est un lieu citoyen? Est-ce que c'est les entreprises uniquement, ou est-ce que la fréquentation
représentation, c'est aussi les étudiants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un lieu qui est ouvert. C'est une vitrine du numérique, certes, mais c'est un lieu qui est ouvert et qui est accessible à tout le monde. Et on invite tout le monde à venir nous rencontrer, à venir rencontrer les coworkers, à venir rencontrer les startups et les membres du réseau. L'idée, c'est que justement, les chercheurs, les étudiants, les startups et même toute personne juste curieuse viennent en fait et travaillent ensemble. Il y a une notion, et je pense que le terme a été utilisé par à peu près toutes les personnes qui ont pris le micro aujourd'hui, c'est collaboration. Et ça, c'est une notion vraiment importante, que ce soit dans les relations qui seront entre personnes et entre politiques, entre structures, mais c'est aussi entre les personnes au sein de ces petites structures, et ça c'est vraiment important, c'est de travailler ensemble et d'avoir une énergie en fait commune. Juste un rajout, on est tous d'accord sur le sujet. Faites attention, par expérience, entre la ruche, la cantine, on a d'autres lieux à Rennes notamment, on a également une cantine à Rennes, à pas forcément mélanger les genres entre ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire les clients finaux, les utilisateurs qui sont des particuliers qui ont besoin de numérique, et les entreprises qui font du business sur le numérique. Ces gens-là se côtoient, mais c'est pas forcément complémentaire. Donc, il faudra avoir des cantines, c'est bien, ça crée du buzz, et ça donne un phare au truc. D'avoir des lieux où on puisse échanger, faire du business ensemble. Je vous donne un exemple, c'est en métropole, nous on paye à peu près, c'est pas à peu près, c'est 1000 € une fibre optique 1 giga par mois, pas 1600 €. Et parce qu'on a un réseau fibre tellement dense, on a tellement de clients que les coûts chez Orange et SFR ont baissé. Donc, il est important de générer du business, générer du chiffre d'affaires et que les boîtes du numérique de la Vendée croissent. Donc les cantines, c'est des lieux qui sont très conviviales, ça crée du buzz, il faut ça. C'est un phare. Il faut aussi des lieux, et vous l'avez déjà créé, des lieux où on puisse bosser ensemble et créer du projet et faire du business, il ne faut pas se voiler la face, et faire du B2B. Isolez bien le B2C et le B2B. Petite remarque par rapport à ce qui était présenté à la ruche, c'est très éclaté, il y a énormément d'associations, énormément de choses. Essayez de créer une dynamique qui est un phare ADN Vendée ou ce que vous voulez, c'est pas très grave. L'idée c'est, quand on pose avec des politiques, s'il y a plein de petits trucs différents, d'aller chercher des financements, c'est impossible. Donc de se regrouper, créer un leader là-dessus qui dit voilà, je me fais le représentant de la Vendée pour le numérique et les projets passent entre guillemets par nous, c'est un plus, parce qu'on est visible. Plein de petites choses, c'est pas visible. Une association assez grosse qui va parler en son nom, c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des financements à la région ou des financements sur les entreprises privées. Quand on est ADN et qu'on parle à Orange, on arrive à avoir des négociations tarifaires, par exemple. Question ? Non, je voulais juste répondre, effectivement, quoi. Sur la ruche, effectivement, on a dans son chose, la vocation de la ruche, c'est aussi de créer cette force et ce poids suffisant pour être visible, effectivement, vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui est intéressant, que ce soit dans l'ADN ou dans les cantines, on voit qu'il y a à la fois des acteurs du privé, des entreprises qui en vivent, des entreprises privées en dehors du numérique, mais aussi des DSI, des collectivités ou des grandes entreprises. Et c'est un lien entre toutes ces compétences, et ça, je crois que c'est assez riche. Une question. Donc, bonjour, Laurent Duval, chef de département donc, au réseau et télécom de l'IT de La Roche-sur-Yon. Alors comme moi je le signale depuis quelques années, effectivement, on a un domaine très porteur, et pourtant on est en manque de jeunes, donc ça a été répété en début de séance. Et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier la communication vers les jeunes. Alors, il faut mettre des moyens, justement, peut-être que ça fait partie de cet ensemble, de communiquer vers les jeunes pour les intéresser à qu'ils arrêtent de bouder un petit peu le domaine technique. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette partie-là, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez de, je crois, 3500 emplois, et il en manquait 1000 par an, donc c'est quand même pas négligeable. Il faut à tout prix agir sur ce levier. Je ne peux que adhérer à la remarque. La région Pays de Loire, donc ça fait 2 ans qu'on monte un projet avec eux. On vient d'avoir les subventions qui ont été validées par Jacques Oxiette. La région Pays de Loire nous a attribué une subvention de 500 000 € sur 3 ans. C'est pas neutre. Pour bâtir des outils, avoir des ressources pour donner envie aux jeunes. Ça va passer par des vidéos en ligne, ça va passer par les réseaux sociaux, et ça va passer par aller physiquement dans les lycées pour toucher les jeunes au plus proche où ils sont. Et leur dire que le numérique, on gagne bien notre vie, il n'y a pas que des métiers géants. Moi, ça fait 30 ans que je le fais, je m'éclate toujours autant le matin, quoi.
Et c'est de faire des vidéos qui vont être publiées à l'échelle nationale en disant on a une capacité dans l'Ouest à faire des métiers du numérique, c'est intéressant, et finalement on a un métier qui est en pleine expansion. Donc je pense que là on a tout à faire, et si vous voulez nous rejoindre, on manque de petits bras, allez-y. Vous en profitez pour signaler le rôle de la région. Alors, Christophe Clergeau aurait dû être là, mais problème d'agenda. S'il était là, vous n'étiez pas là, donc je préférais que vous soyez là. Mais il a déjà, c'est vrai, il a déjà organisé une réunion à l'espace régional sur ce dossier-là il y a combien de temps? 6 mois, à l'automne. Voilà, et donc c'est vrai que sans la région, on n'aurait pas eu la fibre Gégalis, et puis effectivement l'appui aussi pour l'université, où on a fait un gros travail ensemble. Mais bon, c'est pareil, si on ne travaille pas ensemble, ça marche pas. Alors, encore autre question? Sinon, effectivement, l'enjeu de ces petits déjeuners, c'est qu'ils ne soient pas trop longs. Donc, 9h30, c'est ce qu'on avait prévu. Mais il y a peut-être encore des questions entrées ou pas. Ou comme il y a encore un peu de café, vous pourrez peut-être continuer à discuter autour. Si on peut entendre la CCI, il y a rien à dire. Tout de même. Pas d'autres intervenants? Oui. Oui, bonjour, donc Bertrand Billot, je représente donc la Chambre des métiers et de l'artisanat en tant qu'élu. Je voudrais savoir au niveau des petites entreprises justement artisanales, nous également on a besoin d'informations et donc comment est-ce que vous avez prévu pour informer donc les petits chefs d'entreprise en fait et puis également former, parce qu'on a besoin de former donc notre personnel à toutes ces nouvelles techniques qui vont nous permettre de nous développer en fait. Donc tout à l'heure quand j'ai présenté ADN, dans ADN on a justement une commission qui travaille sur le haut débit, et dans cette commission on commence à faire des petites tables de travail avec des entreprises, des petites entreprises, et on a déjà créé différents formats. Donc il y a un format de table qui sera plutôt pour les entreprises avec des DSI, avec des services informatiques, mais il y a aussi un petit format de table qui va nous permettre de faire intervenir quelques entreprises, alors petites entreprises ou entreprises sans DSI. Donc voilà, on a différents formats, et dans cette table, on va essayer de remonter les infos sur les besoins numériques et les besoins, mais vraiment les besoins, on va dire, efficaces et immédiat en numérique de ces entreprises. Alors après je fais un petit peu plus, je vous invite à venir adhérer à ADN pour forcément avoir ces infos, mais on va de toute façon mettre à disposition ces infos de toutes les entreprises qui en ont besoin, et forcément la filière de numérique, c'est pas que les grosses entreprises avec des DSI, c'est aussi les petites entreprises. On a des entreprises où il y a une personne qui a besoin de haut débit, parce qu'il a un site de vente en ligne, il a besoin d'accéder à son site en temps réel. On a aussi des entreprises, enfin, c'est vraiment tous les acteurs du numérique. Pour aller chercher des informations également techniques et tout ça. Pour recevoir des informations, des architectes qui vont recevoir des plans, il leur faut du numérique, il leur faut aussi. Et donc toutes ces infos-là, on va les repousser vers toutes les entreprises, mais tout le monde sera acteur, et en tout cas pourra recevoir ces infos. Après, il y a aussi Je vais peut-être répondre aussi à la question. Donc au niveau de l'agglomération, sur le pôle numérique, l'agglomération met à disposition, vous avez vu, des lieux, mais l'accompagnement des entreprises, l'appropriation des technologies, c'est des associations, c'est ADN, c'est également la CCI, et l'agglomération et Orion vont s'appuyer sur les instances existantes dont c'est le métier, et demain peut-être la Chambre des métiers aussi qui on est là que pour faciliter des actions envers ses adhérents. Pas pour faire le boulot, c'est pas notre job, c'est faciliter comme Nantes le fait ou la région là-dessus. Alors, par contre, on veut aussi accueillir des entreprises innovantes. C'est un concept un peu particulier, il paraît qu'il y en a 200 en Pays de la Loire, et pour ça, parce qu'on les accueillir sur le territoire, on va, je vais proposer au conseil d'agglomération une exonération d'impôt économique pour celle-là uniquement, sinon ça serait trop compliqué, mais c'est important de dire, oui, pour celle-là, on va les aider aussi à ce niveau-là. Et puis vous avez les outils habituels d'accompagnement au développement des entreprises de l'agglomération. Je pense à la plateforme d'initiative locale qui met des prêts à taux zéro pour les TPE, PME. Tout un ensemble qui existe déjà, ça c'est un complément. Je complémentais, je parle de vous ce matin. Par rapport, on a identifié avec la Chambre de commerce régionale une problématique où les grandes entreprises, c'est plus de 250 salariés, ont généralement quelqu'un qui bosse dans l'informatique, qui aide les entreprises à le faire. La tranche 10-50, il y a déjà un existant dans les chambres de commerce, des programmes dynamiques, etc., qui existent pour avoir une connaissance du numérique. La tranche des entreprises de 50 à 250 salariés, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un apport du numérique
et pas forcément la connaissance ou l'investissement du patron de la société. Pour cela, on est en train de bâtir un projet avec la Chambre de commerce des Pays de la Loire qui s'appellera Diagnostic Performance Numérique, le DPN. Le DPN, c'est l'équivalent du DPE pour les bâtiments. C'est un diagnostic chiffré, et toutes les entreprises qui le feront auront le même, et qui vous dira l'euro investi, dans quel domaine il est le plus rentable pour votre entreprise. Est-ce que c'est l'hébergement dans le data center qui est en local, parce qu'effectivement c'est plus rassurant que ça soit en local? Est-ce que c'est dans les réseaux? Est-ce que c'est dans un site web? Et l'idée, c'est d'offrir un catalogue de prestations locales. C'est-à-dire, je fais mon diagnostic, je me dis, tiens, ça serait mieux d'être hébergé dans le data center local, c'est ce qui est le plus rentable que vous emmerdez avec votre informatique dans votre bureau, et voici les offres locaux. Parce qu'on a la connaissance du tissu des entreprises. Et là, ça va créer du business en local. Donc le DPN, c'est un équivalent du DPE, certifié. Là, on a une petite problématique pour le faire certifier, et on bosse avec les enseignants-chercheurs, et c'est de se dire, voilà, faisons des DPN sur les entreprises de 50 à 250 salariés, et donnons des solutions qui sont plutôt locales, et faisons-les connaître. Ça générera du business en local. On a fait ce qu'on appelle un run de test avec une entreprise qui s'appelle la faïencerie Pornic, un business model qui est ancestral, il fabrique des bols avec des petits prénoms dessus. Rien de transcendant. Une entreprise qui était en train, on va pas dire de couler, mais qui était en chiffre d'affaires décroissant. On a fait un DPN, 4 jours de prestation, 4 000 €, cofinancé par la CCI et l'entreprise qui a mis 2 000 €. Au bout de 4 jours, on leur a dit, voilà, arrêtez de vous embêter avec votre informatique, faites-la héberger à tel endroit, vous avez le choix entre 3-4 sociétés, et créez un site web. Aujourd'hui, 1 an après, 16% du chiffre d'affaires est fait sur le site web. Parce qu'on achète le bol en allant au Sable d'Olonne, on achète le bol en allant à Pornic, et puis on a oublié le bol pour la grand-mère, etc. à Noël. Et c'est le même prix qu'en magasin. Donc on a créé un modèle économique, 4 jours de prestation. Il fait 16% de son chiffre d'affaires en 1 an. Et cette année, il dit, voilà, je vais faire un peu de pub sur Google, je vais faire 32% de mon chiffre d'affaires sur le web. Ça fabrique des bols. Voilà l'apport du numérique. C'est très concret et ça marche. Donc ça, c'est de le reproduire sur une trentaine d'entreprises cette année. Et si ça marche bien, on le fait sur 500 l'année prochaine. Très bien, mais écoutez, merci à tous. Je pense que 1h30, c'est bien, il ne faut pas aller au-delà, sinon les petits déjeuners seraient désertés. Merci vraiment pour tous les intervenants, et puis ceux qui ont posé des questions, aussi pour FBO, pour la transmission en direct, on m'a envoyé par Twitter comme quoi c'était super. Donc même ceux qui n'étaient pas là ont eu l'information. Ça n'est qu'un début. Comme j'ai vu que dans la salle, il y avait des banquiers, je leur dis, soutenez les entreprises innovantes, mais si les banquiers, on a besoin de vous aussi pour ça, parce que c'est très important, c'est toujours plus risqué, mais c'est bien. Et puis, bien rendez-vous à toutes les étapes qui vont maintenant continuer d'émailler ce projet, et peut-être avec d'autres projets sur le territoire. Merci à tous.